Bonsoir à vous, bienvenue sur Monaco Info. À l'occasion de votre journal, voici les titres de l'actualité. Hugo Micallef poursuit son sans faute chez les professionnels. Face au gaucher polonais Michal Bulik, le super léger monégasque a glané sa 7e victoire chez les pros. Il sera avec nous dans quelques instants. Ces derniers jours furent décidément prolifiques pour les sportifs monégasques puisque nous reviendrons également sur la victoire du Monaco Rugby Sevens face à l'Italie lors du tournoi européen de Prague, mais aussi sur la qualification de Xiaoxi Niang pour les demi-finales des Jeux européens de tennis de table. Vous l'entendrez d'ailleurs à l'issue de sa performance. Et puis nous vous emmènerons à la 18e édition du Festival d'orgue de Monaco qui rend hommage jusqu'au 16 juillet au prince Régnier III. L'ouverture s'est tenue hier en la cathédrale de Monaco. L'implosion catastrophique du sous-marin Titan a marqué l'actualité de la semaine dernière. Alors que la fascination autour du Titanic grandit encore plus, ce drame remet en question le tourisme d'aventure qui a coûté la vie aux 5 personnes qui étaient à bord. Antoine Reich, historien spécialiste du Titanic, répondra à toutes nos questions à la fin de ce journal. Grand représentant du sport monégasque, le super léger Hugo Micallef a remporté son 7e combat d'affilée chez les professionnels en battant au point et en 6 rounds le gaucher polonais Michal Bulik. Fraîchement rentré d'Allemagne, Hugo Micallef nous fait le plaisir d'être avec nous sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous puisque vous avez signé ce week-end donc votre 7e victoire chez les professionnels. Alors une question un petit peu toute bête, mais qu'est-ce que vous ressentez après ce nouveau succès? Une grande fierté en fait, comme à l'accoutumée, chaque victoire fait extrêmement plaisir, toute l'équipe est contente de la performance. Moi le premier. Donc en fait en réalité 7 combats, 7 victoires, pas un seul round perdu sur tous mes combats, donc ça fait plaisir et on continue à monter dans le classement. C'est vrai que sur ce combat, vous avez remporté, vous venez de le dire encore une fois, tous les rounds. Vous avez peut-être eu un petit peu plus de difficultés. Vous avez reçu notamment un crochet qui vous a un petit peu fait vaciller. Est-ce qu'on peut le dire, ça n'a pas été un duel facile ce week-end en Allemagne? Ça n'a pas été un duel facile dû au fait qu'effectivement mon adversaire a réussi à me toucher au 5e round, durement. J'ai été déstabilisé par un crochet qui m'a sonné clairement. Après je suis préparé pour ça. C'est vrai que nous les boxeurs on est préparé au combat, à l'attaque, à la défense, mais aussi au cas où il y aurait un coup dur. Donc je suis prêt. J'ai fait à peu près 140 combats amateurs, des centaines de sparring dans ma vie. Maintenant, avant celui-là, 6 combats professionnels, donc j'étais prêt en fait à recevoir un coup. C'était déjà arrivé. Donc en fait, je sais ce que c'est et tout s'est bien passé puisque j'ai réagi de la meilleure des manières. C'est vrai que votre adversaire, en plus, Michal Bulik, est de 10 ans votre aîné. Il avait sur le papier, on peut le dire, un petit peu plus d'expérience. Comment vous vous êtes préparé finalement à ce combat pour l'emporter aussi brillamment? C'est vrai que mon adversaire, Michal Bulik, était gaucher, donc c'est encore une manière différente de boxer un adversaire. Il faut être prêt, il y a une stratégie qui est complètement différente. C'est un peu comme boxer, je dirais, un miroir, enfin, son ombre dans un miroir, son reflet dans un miroir. C'est un petit peu compliqué, mais on a souvent l'habitude de dire qu'en tant que droitier, qu'on n'aime pas boxer les gauchers. Moi, ça m'a jamais vraiment posé de problème, même si c'est différent, c'est sûr. Mais moi, je suis gaucher de base. Je suis gaucher, j'écris en gaucher, je fais tout en gaucher. J'ai juste appris à boxer en droitier. Donc au final, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais finalement, je ne suis pas tant déstabilisé face au gaucher. Et j'ai pu le montrer avant-hier soir. Avec ces 7 victoires en professionnel et ces résultats probants, vous et votre clan, vous avez pris finalement une décision forte à l'issue de ce combat. Vous allez participer au tournoi de qualification olympique en mars prochain. Voilà, c'est l'objectif maintenant. Tout à fait, on va participer à ce tournoi de qualification olympique, on se prépare déjà, j'alterne entre les entraînements de boxe professionnelle et de boxe olympique afin d'arriver le plus près possible pour cet événement. C'est l'occasion de prendre une belle revanche pour vous puisqu'en juin 2021, vous aviez été éliminé par le Britannique Pat Marcomark qui avait justement obtenu la médaille d'argent au JO de Tokyo, donc qui avait fait une belle prestation. Mais comment vous appréhendez cet événement qui arrive très rapidement? Je pense que j'étais, je dirais pas jeune, mais j'avais
peu d'expérience pour l'époque, en rapport avec maintenant où j'ai énormément d'expérience et je pense être fin prêt pour disputer un tournoi qualificatif. Donc, je suis prêt, mais je le serai encore plus dans quelques semaines et dans quelques mois au moment du tournoi. Concernant vos entraînements, vous vous êtes installé à Las Palmas, aux îles Canaries, et vous êtes entraîné par l'Espagnol Carlos Formento. Pourquoi avoir fait ce choix de vous expatrier à l'étranger? Je pense que j'avais besoin d'air nouveau. J'avais besoin d'un nouvel entraîneur aussi. Donc j'ai fait le souhait à mon manager qui m'a redirigé vers Carlos. Mais aussi j'avais besoin d'infrastructures et de sparring partner, ce que je n'avais pas ici. Donc je me suis expatrié donc à Las Palmas, là où je vis depuis maintenant quasiment 3 ans à l'année. Je rentre uniquement pour quelques petites vacances après mes combats. Mais je vis là-bas et en fait j'ai beaucoup de sparring partners, j'ai beaucoup d'amis à l'entraînement. Il y a mon coach, mon préparateur physique. Tout est bien carré là-bas. Et j'ai tout ce qu'il me faut et les infrastructures, les heures d'entraînement, tout est bien géré. Merci beaucoup à vous Hugo Micallef et encore félicitations pour cette 7e victoire. Merci à vous. 7 mois après leur titre de champion de France obtenu lors de l'Inextenso Super Sevens, un 19 novembre, jour de la fête nationale, le Monaco Rugby Sevens a retrouvé la compétition lors du tournoi européen de Prague ce week-end. Les Monégasques se sont encore imposés en finale 22-7 face à l'Italie. Sur place en République tchèque, nos envoyés spéciaux Arnaud Humbert et Christophe Paco. Carton plein ici à Prague, effectivement, pour le Monaco Rugby Sevens. Dans l'ambiance de la remise des prix, les Monégasques ici tout heureux, ils n'ont pas perdu une seule rencontre et une victoire en plus en finale face au champion d'Italie. Un capitaine comblé ici en République tchèque. Oui, c'est magnifique. Tout ce qu'on a fait cette semaine, c'était pour ça et c'est des préparations de Super 7 bien sûr, mais de l'histoire de Monaco Rugby, ça continue et au dehors de France, voilà, on a gagné notre premier tournoi et j'espère que ça va continuer. On est un groupe de gars qui sont souvent là et après il y a les nouveaux qui arrivent et on accepte dans le groupe et comme on a dit avant, c'est le mot famille, c'est vraiment important pour nous. C'est pour porter ces maillots du Monaco, c'est une fierté, c'est une grosse fierté pour nous et voilà, et on essaie de partager ça avec les nouveaux. Un savant dosage pour ce tournoi européen en République tchèque, avec l'intégration par exemple d'un tout jeune monégasque qui s'appelle Janso. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, voilà, ça fait quelques temps que j'ai comme objectif de rentrer dans l'équipe. Là je suis arrivé en tant que 13e, donc en tant que joker on va dire, s'il y avait un blessé. Et voilà, j'ai eu la chance de rentrer dans l'équipe et finir sur une victoire comme ça avec un beau score en finale, ça fait plaisir. Un tournoi pour maintenir l'envie, penser ambition aussi, avenir. Écoutez le manager, le team manager de l'équipe, l'entraîneur adjoint, Fabien Camin. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué, participé à un tournoi. Une belle semaine de préparation avec un groupe, avec beaucoup de joueurs. Et puis une victoire au-delà des frontières françaises cette fois-ci. Ça fait toujours du bien, un tournoi européen avant de retrouver le championnat de France. Ce sera pas avant l'automne, hein, là non plus. Non, on va rejouer en septembre. Et puis effectivement, ça nous a permis de voir de nouveaux joueurs à l'action. Donc il y en a certains peut-être qui ont gagné leur ticket pour septembre et qui sera encore plus relevé puisque le tournoi du Super 7 se déroule pendant la Coupe du Monde de rugby. Donc toutes les équipes de top 14 vont vraiment jouer le jeu et tant mieux, tant mieux. Ça vous donne envie d'aller faire d'autres grands tournois, disputer, je sais pas, une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques? Alors des Coupes du Monde et Jeux Olympiques non, puisqu'il y a des critères d'éligibilité. On aimerait vraiment servir aussi à principauté sur cet axe-là. Non, mais maintenant qu'il y a eu l'Europe, peut-être aller un peu plus loin. Ah, plus loin, on y va? On y va. Direction l'Asie peut-être. Esprit de famille, vous l'aurez bien compris, pour toute cette belle équipe monégasque du MR7 et son chef de projet, Nicolas Cazorla, qui fait le point pour conclure ce déplacement ici à Prague. C'est vrai que les joueurs ne se connaissaient pas avant le début du tournoi, avant le début de la semaine. Mais on arrive à créer quelque chose qui ressemble un petit peu à un esprit famille, ce qui nous plaît énormément. Et on a passé une très belle semaine tous ensemble et au final, ben voilà, on gagne parce qu'on a mis les éléments et on gagne aussi peut-être parce qu'on a cet état d'esprit un peu plus, peut-être que les autres. Et concernant justement l'actualité rugbystique, je vous informe que le 15 de France sera à Monaco début juillet pour son tout premier stage de préparation à la Coupe du Monde qui se tiendra en France en septembre prochain.
L'autre résultat sportif à retenir aujourd'hui nous vient de Cracovie en Pologne. Xiaoxin Yang s'est en effet qualifiée pour les demi-finales des Jeux européens. La pongiste monégasque a battu la portugaise Fuyú avec la manière 4-7-0. Elle aura pris la maîtrise du match face à celle qui avait remporté les Jeux européens en tennis de table en 2019. La monégasque a d'ailleurs pu compter sur les encouragements de la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty, présente dans les tribunes. On écoute la réaction de Xiaoxin Yang suite à sa victoire et elle est au micro d'Émilie Rousseau. Xiao, c'était vraiment un match capital pour la suite de la compétition. Oui, je suis très contente de mon match ce matin. J'ai bien joué, j'ai vraiment très bien réfléchi pendant les moments importants. Je pense que le premier set, c'est le plus important de match, donc je l'ai fait vraiment mal dans la tête. Et la demi-finale de Xiaoxin Yang sera à suivre demain. Elle se mesurera à la Roumaine Elisabeta Sandra. Nous vous tiendrons bien évidemment informés du résultat. Les Jeux mondiaux d'été spécial olympiques se sont clôturés hier à Berlin. La délégation monégasque aura brillé pendant cette compétition multisport destinée aux athlètes déficients intellectuels. Le bilan est de 9 médailles d'or, 5 d'argent et 5 de bronze. Engagés dans 8 disciplines, les sportifs monégasques auront porté haut les couleurs de la principauté avec fierté et ambition. Bravo à eux! La 18e édition du Festival international d'orgue de Monaco se tient à la cathédrale de Monaco jusqu'au 16 juillet. Organisé par la direction des affaires culturelles, un concert en hommage au prince Régnier III s'est tenu hier pour l'ouverture de ce bel événement, toujours dans le cadre des commémorations du centenaire de sa naissance. Reportage de José Sacré, Clélia Renaud et Thomas Deus. Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, avec à leur côté M. Célario, ministre de l'Intérieur, Monseigneur David, archevêque de Monaco, et Mme Lambin-Berty, secrétaire d'État, ont assisté dimanche 25 juin à la cathédrale de Monaco au concert d'ouverture du 18e Festival international d'orgue de Monaco, présenté par Mme Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles. Un premier concert absolument exceptionnel, puisque nous avons le bonheur d'accueillir la maîtrise de Notre-Dame de Paris. C'est une grande première, ils ne sont jamais venus en principauté. C'est une des plus grandes maîtrises au monde, vraiment. Je suis très heureux qu'on ait pu obtenir leur venue. Et puis c'est aussi très important, puisque c'est dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire du prince Régnier, l'occasion de présenter au public la musique qui a été commandée et jouée à l'occasion de plusieurs événements de la vie du prince. Ont été données des œuvres rares conservées aux archives du palais. 2 pièces composées pour le baptême du prince Régnier III, une berceuse pastorale signée du chef d'orchestre Léon Gelin, interprétée par Zanzang violon, Alexandre Fougeroux violoncelle et Jean-Cyril Gandillet, titulaire de l'orgue de chœur de la cathédrale. Un chant baptismal de Louis-Lazare Perruchot, à l'époque maître de chapelle de la cathédrale, interprété par la maîtrise Notre-Dame de Paris et Yves Castagnet, titulaire de l'orgue de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une cantate d'Henri Barrault pour le prince de Monaco à l'occasion de son avènement au trône, interprétée par la maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction de son directeur et chef de chœur principal, Henri Chalet. Interprété par Olivier Vernet, cortège nuptial d'Émile Bourdon, composé à l'occasion du mariage de leurs Altesses Sérénissimes le prince Régnier III et la princesse Grâce en la cathédrale de Monaco le 19 avril 1956. Enfin, le Requiem de Maurice Duruflé, œuvre sublime emplie de recueillements, a été donné in memoriam par la maîtrise Notre-Dame de Paris et Yves Castagnet au grand orgue de la cathédrale. Et toujours dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Régnier III, le Yacht Club de Monaco a célébré ce week-end ses 70 ans. Tout un symbole lorsque l'on se replonge dans ses débuts en 1953, alors qu'il avait été initié par le prince Régnier III lui-même. Parmi les temps forts de ce cocktail d'été, une exposition photo a été dévoilée au prince Albert II. Des clichés sur lesquels on peut revoir l'amour du prince Régnier III pour la mer et les bateaux. Ces 70 ans ont aussi été l'occasion pour le prince Albert II d'introniser les nouveaux membres du Yacht Club.
On reste sur le port Hercule avec la 10e fête des pontons qui s'est déroulée ce dimanche 25 juin. De nombreux monégasques se sont retrouvés autour d'un apéritif dînatoire pour célébrer justement leur amour pour la mer et pour les ports de Monaco. Chaque année, en l'honneur de la naissance du Saint Jean le Baptiste qui avait annoncé la venue de Jésus, la mairie de Monaco organise 2 soirées de festivités. La première s'est tenue vendredi soir sur la place du Palais-Princier. On vous en a d'ailleurs parlé dans nos précédentes éditions avec l'embrasement du feu de joie et plusieurs danses folkloriques sur l'un des balcons du palais. Vous avez pu apercevoir d'ailleurs la famille princière qui a pu admirer le spectacle. Samedi soir sur la place des Moulins, le petit Saint-Jean et son mouton ont ouvert la marche à la procession traditionnelle, rassemblant plusieurs conseillers communaux, porte-drapeaux de la mairie et danseurs. Aujourd'hui s'est déroulée à l'auditorium Régnier 3 la remise des cartes et épaulettes des nouveaux agents et lieutenants de la police de la sûreté publique. De nombreuses personnalités monégasques étaient présentes, dont le ministre d'État Pierre Dartout, pour féliciter ses élèves. Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu au commandant principal Christophe David, tragiquement, je vous le rappelle, décédé en septembre 2021 dans un accident de la route. Parti en exploration sur l'épave du Titanic le 18 juin dernier, le Titan submersible touristique a été victime d'une implosion catastrophique alors que le sous-marin se trouvait à 500 mètres du paquebot submergé, causant ainsi la mort de ses 5 passagers. Pour nous en parler, nous recevons ce soir Antoine Reich, historien spécialisé sur le Titanic. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment expliquer, première question, ce magnétisme et cette fascination autour du Titanic? C'est assez compliqué à expliquer parce que du côté des passionnés vraiment impliqués, ça peut être pour plein de sujets différents. Certains vont être passionnés par l'épave qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, mais d'autres vont plutôt être passionnés par certaines histoires de passagers, d'autres par le navire lui-même, par exemple par le biais du modélisme. Et pour ce qui est du grand public, c'est assez difficile à dire parce que finalement, le Titanic est un sujet qui fait beaucoup parler depuis le naufrage. Le naufrage a déjà été, à mon avis, un des premiers événements à faire l'objet d'un traitement presque d'information en continu avant l'heure. Et finalement, depuis qu'il a eu lieu, chaque fois qu'on en parle, le sujet marche bien et porteur, sans qu'il soit vraiment facile de dire pourquoi. Alors, concernant le drame qui a eu lieu la semaine dernière, il est important aussi de rendre hommage au travail considérable qu'a réalisé l'une des victimes, Paul-Henri Narjolet. C'est quelqu'un qui a extraordinairement accru nos connaissances sur l'épave et puis aussi permis de la faire découvrir au monde parce que finalement, avec toutes ces remontées d'objets auxquelles il a participé, ce sont des expositions qui font un grand nombre d'entrées chaque fois qu'elles passent dans une grande ville. Et c'est un moyen de faire connaître le drame du Titanic de façon très vivante parce que ces objets, finalement, donnent aussi une image vivante des gens qui étaient à bord. Quand on voit une paire de lunettes, des bouteilles de parfum, des vêtements, des billets de banque, des choses comme ça nous rappelle que 1912, finalement, c'est hier, que ce sont des gens qui sont comme nous. La thèse du complot est réapparue un petit peu avec cette catastrophe. C'est vrai, ça fait une semaine qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi et que le fantasme autour du Titanic est réapparu avec la théorie selon laquelle le Titanic n'aurait jamais coulé, par exemple, et qu'il y aurait eu à l'époque une escroquerie à l'assurance et que l'histoire finalement se répète aujourd'hui. Je suppose que ça doit être un petit peu consternant pour des spécialistes qui connaissent cette histoire comme vous. On est dans de la légende urbaine, mais qui est liée finalement à tout grand événement, parce que c'est la même chose pour les premiers pas de l'homme sur la Lune, tout un tas de choses. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, parce que de toute façon, les gens qui adhèrent à ce genre de théorie ne seront pas forcément prêts à écouter les spécialistes ou à les entendre. Donc c'est un peu, de toute façon, un combat vain. Beaucoup aussi parlent de malédiction de votre côté, qui suivez l'histoire autour du Titanic depuis des années. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris l'annonce de cette catastrophe? Plonger sur le Titanic par 4000 mètres de fond, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est une prouesse technologique extraordinaire qu'on mesure peu, je pense, du côté du grand public, parce que finalement, l'océan est un terrain mal connu. Mais il faut bien comprendre que c'est extrêmement dangereux. Et d'une certaine manière, le fait qu'on le fasse depuis plus de 35 ans sans qu'il y ait eu d'accident majeur, il n'y a jamais eu de mort sur l'épave du Titanic,
Eh ben, pour moi, c'est presque l'inverse d'une malédiction. S'il y a malédiction autour de ce navire, elle a mis vraiment longtemps à se déclencher. Cet événement relance forcément le débat autour du tourisme scientifique et d'aventure. Vous parlez de dangerosité, mais c'est vrai que ce soit dans l'espace ou dans les fonds marins. Est-ce que finalement, ce drame pourrait mettre un terme, selon vous, aux plongées sur le Titanic? J'espère que des expéditions continueront. Par contre, j'espère que ça viendra mettre du plomb dans l'aile à ces tentative de mission un petit peu bâtarde, à mi-chemin entre la science et le tourisme, voire pire, puisqu'on apprend que le Titan devait servir aussi bientôt à des demandes en mariage à 1 million d'euros, ce qui me paraît complètement surréaliste à tout point de vue. Et donc j'espère au moins que ça entraînera une plus grande régulation de tout ça, parce qu'on sait que c'est un site dangereux, on sait que ce sont des expéditions qui ne doivent pas être conduites à la légère, et je pense qu'il faudrait aussi qu'elles soient conduites avec beaucoup plus d'éthique et beaucoup plus de réflexion, mais malheureusement c'est aussi une question d'argent, parce que finalement, si un grand chercheur comme Paul-Henri Nargeolet a dû se retrouver dans un sous-marin qu'il jugeait lui-même manifestement pas très sûr, au milieu de passagers payant des sommes colossales pour plonger, c'est finalement parce qu'on n'a pas forcément assez d'autres moyens de financer cette recherche, et notamment, je pense, à des moyens publics. Et fatalement, quand les moyens publics manquent, on se retrouve à se reposer sur du mécénat qui n'est pas toujours de très bon goût. Un mot sur l'avenir du Titanic. Certains disent qu'en 2030, l'épave aura peut-être disparu, grignotée par les bactéries, selon là aussi quelques théories. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc 2030, ça me paraît très tôt. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'épave se dégrade petit à petit, qu'il n'est pas exclu que par moment, tôt ou tard, des parties finissent par s'effondrer quand la structure aura été vraiment trop fragilisée. Donc de toute façon, c'est une épave en sursis. Mais quant à savoir combien de temps, ça c'est difficile à dire. Merci beaucoup à vous, Antoine Reich, d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci. Aussi précieux que vulnérable, océans et mers recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau sur Terre. Pour sensibiliser à la protection de l'environnement marin, Olivier Jude et sa femme Sylvie Laurent, avec le soutien de la direction de l'environnement de Monaco, ont choisi d'exposer des clichés sous-marins insolites. Vendredi dernier, le prince Albert II s'est rendu sur place. Justin Hadel et Thomas Deus l'ont suivi. Reportage. Depuis le 3 juin, l'exposition Planète Mer s'est installée dans la galerie du parking des pêcheurs. Plusieurs dizaines de clichés sont exposés, des photos sous-marines qui nous permettent de voyager, des Açores en passant par la mer Rouge, l'océan Indien, le parc national de Komodo et la mer Méditerranée. Ces captations uniques, sans retouche, dévoilent une richesse maritime insoupçonnée. L'occasion de transmettre un message environnemental. Alors, ce sont des images qui sont là pour vanter la préservation de l'environnement. Ce qu'on veut montrer, c'est que si on arrive à voir tel animal, c'est pour ça qu'il y a des photos macro et des photos également d'ambiance, c'est pour montrer que le patrimoine marin est très très riche. Vous avez derrière vous un requin qui a été photographié sur le site des Açores, à 80 nautiques de Fayal. Le site s'appelle Princesse Alice. Pourquoi? Parce que le prince Albert Ier est allé là-bas, a créé ensuite la station de météorologie. Beaucoup de choses portent encore le nom de Monaco. Et le souvenir du prince Albert Ier, nous le requin, on l'a photographié sur le site de l'aïeul du prince souverain. Donc on est très fiers de cette identité et de la sensibilité qu'on peut avoir de rattacher des images de par-delà le monde avec la principauté. Ces images, aussi bien dans les zones protégées que les épaves de la mer Rouge, sont une illustration parfaite de leur technique de prise de vue. Cette dernière est destinée à témoigner d'une protection indispensable et nécessaire du patrimoine marin. Pour observer le travail accompli par Olivier Jude et Sylvie Laurent, vous avez jusqu'au 31 août prochain. Les prévisions météo de ce mardi, c'est avec Yannick Debever. Bonsoir à vous Yannick. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Il fera encore beau demain avec quelques passages nuageux dans la journée. Il fera lourd par contre avec des températures qui pourraient atteindre 32 degrés en ressenti malgré les 26 affichés par le thermomètre. Si vous voulez vous rafraîchir, sachez que la mer est à 25 degrés actuellement. Et puis, en ce mardi 27 juin, nous fêtons Saint-Fernand. Nous refermons ce journal comme le veut la tradition avec des clichés ce soir signés Stéphane Dana. Il était présent au Festival international d'orgue de Monaco. Il vous propose une vue d'ensemble de ce moment hors du temps qui rendait hommage à quelques grands moments de la vie du prince Régnier III. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous évidemment demain pour une nouvelle édition riche en actualités. En attendant, passez une très belle soirée. À bientôt.